Dès ce matin, on a vraiment souhaité vous recevoir avant de conclure cette mission sur la simplification. On partage évidemment aussi bien au gouvernement qu'à notre délégation le souci de simplifier de façon habituelle, mais ça méritait qu'on s'empare du sujet pour essayer d'aller un petit peu plus loin, et on verra tout à l'heure dans les interventions de nos rapporteurs le travail qui a été conduit, et donc on souhaitait que vous soyez associés un petit peu en amont avant de conclure tout ça. Alors mes chers collègues, salut, et je vous rappelle que nous accueillons ce matin Madame Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, pour une audition qui vient clore les travaux de la mission d'information de notre délégation sur le thème de la simplification des normes applicables aux entreprises. Madame la ministre, le Sénat discutera la semaine prochaine du projet de loi sur l'industrie verte qui propose notamment d'alléger certaines procédures administratives pour accélérer le déploiement d'implantations industrielles d'intérêt national majeur ou relevant du champ de l'industrie verte. C'est un premier petit pas, mais la délégation aux entreprises aimerait qu'un pas géant soit franchi, comme le réclament toutes les entreprises que nous rencontrons sur le terrain, pour alléger le fardeau normatif qui représente 60 milliards d'euros, soit 3% de PIB. Dans le contexte d'une concurrence mondiale exacerbée, cet allègement permettrait pourtant aux entreprises françaises d'améliorer considérablement leur compétitivité, ce qui contribuerait à diminuer un déficit commercial abyssal, à créer de l'emploi, à apporter des recettes fiscales supplémentaires à l'État et aux collectivités locales. Les normes pèsent davantage sur les PME que sur les grandes entreprises, qui disposent des moyens de gérer la complexité administrative, que ce soit en matière fiscale ou économique. Contrairement à la France, nos principaux partenaires européens ont intégré ce fardeau et mis en place des politiques publiques de long terme. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment font mieux que nous certains autres, d'une façon consensuelle et structurelle, visant à réduire la charge administrative pesant sur leurs entreprises. Ces politiques ont généré de substantielles économies, se chiffrant à plusieurs milliards d'euros par an, en améliorant la compétitivité de leurs entreprises. Pourquoi notre pays n'a-t-il pas pu, malgré une prise de conscience précoce du problème au plus haut niveau administratif et politique, et plusieurs tentatives, réduire le fardeau administratif pesant sur les entreprises de manière significative et pérenne? Les rapporteurs de ce rapport d'information, mes collègues Olivier Rietmann, Jean-Pierre Moga et Gilbert-Luc Devinaz, qui vous font face, mais c'est juste une factuelle, auront tout à l'heure l'opportunité de vous interroger sur la manière dont le gouvernement a mené une politique de simplification depuis 2017, et pour savoir si le projet de loi Industrie verte correspond à une prise de conscience de la nécessité absolue d'alléger le fardeau administratif qui pèse sur les entreprises, et singulièrement les plus petites d'entre elles. Quelles sont les propositions du gouvernement pour diminuer structurellement la complexité normative applicable aux entreprises? Je précise que pour réaliser ce rapport d'information, outre des déplacements en Europe ou des visioconférences avec la Suisse, l'Allemagne, la délégation aux entreprises a ouvert une consultation à laquelle ont répondu près de 800 entreprises, qui estiment à 90% que les normes ne sont pas adaptées à toutes les situations, à 84% qu'elles ne sont pas faciles à comprendre, et ça nous interpelle, le gouvernement sûrement, mais les législateurs aussi, que nous sommes, et à 82, je rappelle le chiffre, 84% qu'elles ne sont pas faciles à comprendre, et 82% qu'elles ne s'accompagnent pas d'une information adéquate. Et enfin, elles sont 80% des entreprises à attendre que l'administration les accompagne davantage et les conseille mieux. Ça, c'est une demande aussi récurrente sur le changement d'attitude de l'administration, de transformer le contrôle plutôt en accompagnement, même s'il faut contrôler, on en est bien conscient. Madame la ministre, je vous céderai évidemment tout d'abord la parole pour un propos liminaire d'une durée de 20 minutes environ, puis les trois rapporteurs de la mission vous poseront leurs questions, ainsi que l'ensemble de nos collègues qui devront s'arrêter des questions au plus tard à 10 heures, messieurs. Messieurs.
pas une parité extrême ce matin. Je vous prierai de bien veiller à utiliser vos micros qui sont nécessaires à la bonne captation audiovisuelle et à la retranscription de nos échanges. Je vous remercie et Madame la Ministre, je vous laisse la parole. Monsieur le Président Babary, Messieurs les co-rapporteurs Moga, Rietmann et De Vinaz, d'abord je tiens à m'excuser puisque la ponctualité est une politesse importante de la dizaine de minutes de retard que mon expression et mon nez bouché justifient puisque j'ai l'honneur d'avoir une fille malade et qui m'a en plus contaminé, mais je tiens à m'excuser pour ce léger retard qui n'est pas lié à ma volonté. Je vous remercie déjà de m'avoir proposé cet échange devant la délégation aux entreprises du Sénat dans le cadre de vos travaux que j'en profite pour saluer parce que ce sont des travaux qui sont inspirants et qui nous nourrissent d'ailleurs au ministère en charge des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, notamment sur la simplification des règles et des normes applicables aux entreprises, conduits par les co-rapporteurs. Je me réjouis d'autant plus de participer à vos travaux que ce sujet est évidemment au cœur de mon portefeuille ministériel et, oserais-je vous dire, oui, je vais oser, plus largement au cœur de mon engagement politique. Je viens des PME, j'ai même créé ma propre TPE. Je ne vis pas la simplification comme un impératif exogène, je vis la simplification comme un impératif absolu. Et je sais combien nous avons encore du chemin à parcourir. Ayant été moi-même indépendante, chef de ma petite entreprise, puis 6 années entre le Parlement et Bercy n'ont absolument rien changé à mon constat. Quand on parle de réglementation pour les entreprises, je me souviens toujours de cette époque quand chaque courrier administratif, même le plus anodin, comme nombre de nos entrepreneurs, me mettait dans un état de panique ou d'angoisse. Trop longtemps, la simplification des normes est restée un vœu pieux, et ça n'est pas à des sénateurs que je vais l'apprendre, sachant que c'est au Sénat que nous devons, vous le savez mieux que moi, les premières grandes lois de nettoyage, entre guillemets, de mise à jour et de coordination d'un grand nombre de législations. On a souvent eu tendance dans notre pays à empiler les normes, vous le savez aussi, à les allonger, à les surtransposer, à les complexifier. Et parfois, les trains de simplification ont manqué leur coup, si je puis me permettre cette expression, en coupant un wagon sans se rendre compte qu'il s'agissait de la locomotive. Au moins, ces trains avaient-ils la vertu d'exister? Chacun aura sûrement en tête des simplifications qui sont restées en gare. Moi aussi, je vous rassure. La constante derrière ces pratiques, c'est qu'on a souvent régulé sans s'interroger réellement sur l'impact réel de la norme, en particulier pour les entreprises. Je pense que ça a aujourd'hui profondément changé, du moins c'est en train profondément de changer, principalement pour 3 raisons. D'abord, je partage avec vous un état d'esprit. J'ai le sentiment que de l'Assemblée au Sénat, mais aussi à Bercy, et au sein du gouvernement, nous avons largement pris conscience du problème. Les travaux du Parlement et notamment ceux de votre délégation ont permis de rendre systématique la question de la portée de la norme pour ceux qui l'utiliseront demain. Ce n'est donc pas, et c'est tant mieux aujourd'hui, une direction ou un bureau qui, comme d'ailleurs à l'époque, peut être chargé de la simplification, mais c'est bel et bien l'ensemble de l'administration, mais aussi du pouvoir exécutif qui doit prendre en compte dans chaque proposition, dans chaque projet de loi, dans chaque avancée normative, ce besoin d'alléger et de simplifier les normes autant que faire se peut, chacune dans leur champ de compétences. La deuxième raison réside aussi dans le fait que nous avons, je crois, quand je dis bien nous collectivement, gouvernement, mais surtout le Parlement, nous avons beaucoup, ça n'est que mon sentiment, mais je le partage avec vous, développé quand même la culture, du moins la pratique de la co-construction normative. J'ai en tête des exemples très concrets. Je pense là, en échangeant devant vous, à par exemple l'ordonnance des professions libérales, qui a été publiée il y a maintenant quelques mois. Cette ordonnance au service des professions libérales, qui est dense, a été vraiment rédigée avec l'ensemble des parties prenantes, avec l'ensemble des publics concernés. Ça a aussi été le cas dans la loi Pacte que j'ai portée en 2018, lorsque nous avions auditionné pas moins de 600 entreprises et institutions, et nous avions même, au-delà de l'audition, confié, en termes de méthode, les rênes
des chapitres à un parlementaire, dont j'étais à l'époque, avec un chef d'entreprise. Donc dès le démarrage de la construction de la loi Pacte, ça a aussi été le cas pour le projet de loi Industrie verte dont nous aurons le plaisir de parler. L'intégration dès le début d'entrepreneurs très opérationnels fait qu'un certain nombre de normes sont co-construites ou supprimées si inutiles dès le début. Enfin, je crois qu'on simplifie plus de manière isolée. C'est le pendant du point 2. La simplification devient inhérente à un nouveau projet de loi parce qu'on a vu que simplifier par petites touches dans un projet de loi peut détruire la cohérence d'un grand nombre d'autres textes. Nous préférons désormais insérer des mesures de simplification dans les textes eux-mêmes. La loi ESSOC de 2018 illustre ce principe, au même titre que la loi Industrie verte, récemment présentée par le président de la République et qui fut, comme je vous l'ai rappelé, construite grâce au travail préparatoire de ses pilotes, des parlementaires, des élus locaux et des chefs d'entreprise. Dans les 4 piliers de ce projet de loi Industrie verte dont nous parlerons ensemble, dont vous devez d'ailleurs bientôt commencer l'examen, nous en comptons d'ailleurs un qui s'intitule « Faciliter » et qui vise par exemple à raccourcir drastiquement, enfin, des délais pour répondre à des attentes formulées par les entreprises. J'accorde un intérêt d'autant plus fort à ce sujet qu'il est largement consensuel, ce qui n'est pas si courant aujourd'hui, et que s'il est correctement traité, il peut être source de croissance, de compétitivité et d'emploi. Donner un cadre juridique est essentiel, mais sa complexité ne peut pas venir paralyser l'entrepreneur. Simplifier la vie de l'entrepreneur, c'est donc un objectif qui nous anime dans notre action quotidienne. C'est le hasard du calendrier, mais je le partage avec vous. J'étais hier à Bruxelles, où j'étais speaker, enfin où j'intervenais en introduction d'un colloque de 2 jours qui s'appelle Business Days et qui est porté notamment par le groupe Renew pour faire le point sur l'ensemble des pratiques de simplification et des politiques publiques de soutien aux PME. Un ancien Premier ministre le disait mieux que moi, mais quand on... J'ai jamais la bonne formule là-dessus, mais quand on se regarde, on s'inquiète, quand on se compare, on se rassure. Je tiens à vous dire que c'était intéressant puisque nous parlions de simplification et le programme Dites-le nous une fois que vous connaissez, qui a été impulsé dans l'ensemble des pays européens, est considéré comme étant mené de façon assez exemplaire chez nous en France. Donc j'ai été beaucoup interrogé sur Dites-le nous une fois, notamment par des acteurs économiques et des parlementaires d'Europe de l'Est ou d'Europe du Nord, pour savoir comment nous avions déployé ce principe Dites-le nous une fois, qui est plutôt bien mené dans notre pays. Pour terminer, que ce soit la mise en place du guichet unique, dont on aura, je n'en doute pas, l'occasion de parler, et vous connaissez ma franchise à cet endroit, je n'ai pas changé. Que ce soit la déclaration sociale numérique, l'agglomération des registres, chacun de ces chantiers a été réfléchi et construit pour que l'auto-entrepreneur ou le dirigeant de PME ne perde pas de temps à se demander où est-ce qu'il doit déclarer sa nouvelle activité ou s'il faut signaler les vacances de son comptable. Moi-même, dans le cadre de mon action ministérielle, je travaille à fluidifier le dialogue entre pouvoir public et acteurs privés, afin que nous n'utilisions plus le terme de bureaucratie ou red tape, comme on disait hier à Bruxelles, au service des citoyens, des usagers et des acteurs. Le problème de la bureaucratie, en réalité, messieurs les sénateurs, vous le savez, ça n'est pas que les bureaux puissent avoir du pouvoir. C'est quand ils sont les seuls à en avoir ou les seuls à le savoir. Je suis donc très heureuse, sincèrement, que nous puissions avoir ce temps d'échange. J'ajouterai un dernier point. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais c'est une ouverture peut-être pour la rentrée, puisque j'apprécie beaucoup les échanges avec votre délégation. Je crois aussi, peut-être pas sur les normes du quotidien au plan national, mais je crois aussi qu'il y a tout un débat, et je me tiens à votre disposition pour peut-être le nourrir dans les prochains mois, sur les normes à venir issues de l'Europe, que ce soit CSRD, que ce soit le devoir de vigilance, des normes qui, en matière de seuil, de périmètre, vont frôler, rapprocher, voire intégrer nos PME, et des normes dont je pense qu'il est majeur de considérer que je ne crois pas que la norme ipso facto soit mauvaise. Je crois qu'il est des normes, parce que le débat que nous avions hier, c'était est-ce que les normes ou la bureaucratie est un burden, un fardeau. À l'aune des échanges que j'ai pu avoir pendant des heures hier à Bruxelles, et pensant à vous hier, je me disais que c'était intéressant peut-être de partager avec vous, messieurs les co-rapporteurs, qu'un certain nombre de normes, notamment supranationales, sont en train d'être créées et déployées
au plan européen, et que ces normes sont aussi peut-être les marqueurs d'une pratique d'un capitalisme européen soutenable. Il est des normes qui pèsent, il est des normes, je crois, qui pourront porter, mais qui pourront porter au sens positif du terme. Et je pense, en tout cas pour ma part, en tant que ministre, je n'ai pas une acception générique de la norme comme étant un fardeau. Il est un certain nombre de normes qui en sont. Il est aussi des normes qui nous porteront. Je ne suis pas sûr qu'en 1 heure, malheureusement, c'est un débat assez prégnant qu'on pourra l'aborder, mais sachez que je suis vraiment à votre disposition, peut-être après les congés d'été, si vous souhaitez qu'on ait un peu un débat sur ces sujets. Pour le dire de façon très simple et un peu, et vous pardonnerez ma trivialité, ne mettons pas toutes les normes dans le même sac. Certaines sont délétères, mais d'autres sont porteuses. Je vous remercie et je me tiens évidemment à votre disposition pour répondre. Merci, Madame la Ministre. Évidemment, le débat est énorme, vaste, et merci d'avoir ajouté quelques éléments de réflexion, d'actualité. Je vais me tourner vers les rapporteurs. Messieurs, qui veut commencer? Allez, Gilbert Luc. Olivier souhaite que je prenne la parole en premier. Merci de votre éclairage, Madame la Ministre. Bon, comme on n'est pas tout à fait de la même génération, je ne suis pas de la génération de la méthode Coué. Voilà, j'ai plutôt été éduqué à regarder les choses plus négativement que positivement. Ce qui peut conduire à une incompréhension à un moment, mais je me méfie beaucoup de la méthode Coué, par mon expérience d'élu local. Ça peut conduire rapidement dans le mur, parce qu'on est très satisfait de ce que l'on a fait, et dans la réalité, c'est pas perçu du tout comme ça. Si je prends le guichet unique, par exemple, je suis désolé, mais sans vouloir en redébattre ici, j'ai posé une question, j'ai eu une réponse pas très satisfaisante, mais le guichet unique, même en ayant été se faire expliquer les choses par l'INPI, où on peut comprendre toute la problématique, on ne peut pas considérer que la façon dont on s'y est pris pour monter le guichet unique, on a considéré les chambres consulaires comme des partenaires. On les a considérés comme des acteurs, et je ne suis pas sûr qu'elles étaient associées comme il le fallait pour la réussite de ce guichet unique. Et puis, on peut noter d'autres choses, c'est qu'il ne s'agit pas de mettre sous forme informatique un formulaire, parce que le formulaire, quand vous avez quelqu'un en face de vous, ce qui était le cas dans la chambre de l'artisanat des métiers, l'employé qui aidait à remplir le formulaire répondait à toute une série d'interrogations. Le chef d'entreprise, celui qui va monter son entreprise, par exemple, qui se retrouve face à un écran avec le même formulaire qui a été mis sous écran, il n'a personne pour l'aider à répondre. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que on peut considérer que ça n'a pas été une réussite. On a noté tous les efforts que font les ingénieurs d'INPI pour y remédier, mais je crois que culturellement, il y a un problème, c'est qu'il faut que ce type d'organisme considère ceux pour qui ils sont en train d'œuvrer, non pas comme des pions ou des acteurs, mais comme des partenaires. Et les associer, parce que ce produit... Cette démarche, elle va évoluer, elle va avoir des modifications, et ces modifications, si on veut qu'elles soient réussies, il faut associer ceux pour qui elles vont bénéficier et le faire dans le temps. Et je n'ai pas noté cette volonté d'aller par là. Et donc, j'avais une série de questions. Alors, je suis aussi comme vous. La norme, c'est pas forcément mauvais. Si je prends les PFAS qui polluent le Rhône en ce moment, on peut regretter qu'il n'y ait pas de normes. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus systématiquement dire que toute norme est mauvaise. Par contre, ce que j'ai noté en participant à cette mission, c'est qu'à un moment donné, il y a un cumul de normes qui arrive sur une entreprise, et c'est ce cumul de normes qui peut être difficilement gérable, d'autant plus quand l'entreprise, elle est une TPA ou une PME. Une plus grosse entreprise peut avoir les moyens de disposer ou d'embaucher les gens pour pouvoir y répondre. La première question, c'est quels sont, selon vous, les obstacles? Parce que pour la première fois qu'on se penche sur la simplification des normes, je crois qu'il y a un rapport de 1990, il y en a eu avant. Et quels sont les obstacles, selon vous,
au contrôle par une autorité indépendante de la qualité des études d'impact. Pourquoi ne pas recourir à des tests auprès des PME avant de lancer une norme ou une politique publique concernant toutes les entreprises? Il me semble aussi qu'on pourrait se poser la question comment on développe une culture de l'accompagnement des entreprises au sein de l'administration et comment l'administration comprend aussi mieux la culture des entreprises et comment renforcer l'évaluation, l'efficacité des lois votées par le Parlement dans le domaine économique. Voilà, moi je suis intéressé par vous entendre sur ces questions-là. On a vu, alors c'est plutôt l'Europe du Nord, mais en Hollande, il y a des choses qui sont intéressantes qui ont été mises en place, l'Allemagne y réfléchit. Vous avez parlé de l'Europe, en Hollande, ils sont prêts aussi à regarder et évaluer ce qui leur vient de l'Europe, dans la façon dont ils sont organisés. Et ça nous a semblé, me semble-t-il, des démarches intéressantes pour lesquelles on devrait essayer de s'en inspirer. Merci, Gilbert Luc. Donc, je vous propose peut-être de prendre les unes après les autres les questions. Donc, j'ajouterai quand même à la remarque de Gilbert Luc de Vinaz sur le cumul des normes pour une même entreprise. La difficulté supplémentaire qu'il y a quand, en plus du cumul, il y a des normes qui sont opposées dans leurs exigences. Et là, on rencontre des chefs d'entreprise qui sont devant des échéances d'application avec l'incapacité matérielle de résoudre le paradoxe de normes qui sont antagonistes. On l'a vu dans des très grandes entreprises, en particulier dans le domaine de l'emballage. J'ai le souvenir d'une visite dans le Jura où on a vu des gens une entreprise de 600 salariés, disant à telle date, je ne sais pas si je pourrais continuer à travailler. J'ai une liste de normes, je m'adresse à tel ministère, on me dit une chose, tel autre me dit une autre. Il y a ce problème aussi que vous connaissez par cœur, mais qu'il faut avoir en tête. Il n'y a pas que le cumul, il y a dans le cumul le fait que certaines normes sont antagonistes. Je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président Babary. Monsieur le sénateur de Vinaz, déjà vous dire avec amitié que je ne suis pas une partisane ni de l'autosatisfaction ni de la méthode Coué. Et ça va démarrer, puisque il faut démontrer les choses plutôt que les déclarer sur le guichet unique. Je n'ai jamais nié les difficultés. Et c'est pas ce matin que je vais commencer. Comme on est filmé, je fais aussi évidemment attention à ce que je dis, mais je vais assumer un propos devant vous. Parce que j'aime bien être très sincère quand je m'exprime dans la vie en général. Une des difficultés, en réalité, sur le guichet unique, et je suis bien placé pour le savoir, c'est que ça a été voté dans une loi qui s'appelait la loi Pacte, que je connais bien, articles 1 et 2. Je les connais bien, j'ai contribué à les écrire. En réalité, cette loi, elle a été promulguée en mai 2019. En réalité, cette loi, pour une fois, elle a des défauts, mais pour une fois, l'intégralité des décrets d'application ont été publiés dans l'année suivant la promulgation en mai 19, ce qui veut dire qu'au printemps 2020, cette loi a été efficiente. En 2020, portant cette loi, j'ai terminé de la porter, et puis je monte au sein du gouvernement, au service de l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque une des choses les plus délétères qui est dans notre organisation, c'est qu'il y a parfois des évolutions qui font que sur un sujet qui a été voté, celui ou celle qui était en charge a évolué, et donc pendant 1 an et demi, pendant 18 mois, 24 mois, et je le dis devant vous, sénateur de Vinaz, j'estime que nous n'avons pas porté assez d'attention à l'exécution et à la mise en œuvre du guichet unique. Ce sont des sujets, vous le savez, vous l'avez dit, sénateur, qui sont très massifs. Faire passer 6 CFE en ligne, faire converger des opérateurs publics aux cultures différentes, la masse de données,
l'interopérabilité du système d'information. Enfin, c'est pas un petit projet. Et ces projets, c'est comme du lait sur le feu. Et donc, il y a eu, je pense, une déficience d'attention et de suivi pendant 12-18 mois qui font que moi, je me suis retrouvé aux côtés de Bruno Le Maire à l'été 22 et que nous étions en plein dans le pré-déploiement. J'insiste parce qu'il y a quand même eu des tests PME et il y a eu tout un pré-déploiement en 2022, toute une partie des formalités qui ont été basculées. Et en l'occurrence, j'ai maintenant le plaisir de répondre soit à des questions d'actualité, soit à des questions d'audition, fort de l'insatisfaction légitime que vous avez, et je les prends. Mais véritablement, je pense que si on se dit les choses, là où il y a eu défaillance, c'est dans le suivi de la mise en œuvre et de l'exécution de cette loi Pacte en 2020 sur ce sujet précis du guichet unique. Quand je récupère le dossier, il est pas forcément très bien enclenché. Je vous rappelle pas l'objectif du guichet unique, vous le savez mieux que moi. Et il y a des dysfonctionnements. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je prends les critiques, c'est normal, sinon il faut faire autre chose. Et puis deuxièmement, j'essaye de pallier ces dysfonctionnements le plus vite possible avec le soutien du ministre de l'économie. On a, et vous le savez, même si ce n'est pas une audition guichet unique, mais on a partiellement rouvert Infogreffe, vous le savez, le temps que le guichet soit pleinement opérationnel. La voie papier a été autorisée en complément de la voie dématérialisée. L'assistance téléphonique aux côtés des entrepreneurs, des indépendants, des artisans répond à un taux de couverture d'un peu plus de 95% et a toujours une sollicitation forte qui démontre la nécessité d'un accompagnement humain. 6000 appels par jour en moyenne. Un audit technique très récent a permis à l'INPI d'améliorer l'efficience de l'architecture d'ensemble du projet. Les mandataires sont associés à des séances de recettage technique hebdomadaires pour identifier et permettre de corriger les bugs techniques. Une décision va être prise très prochainement par le gouvernement quant au maintien éventuel des solutions dites de secours, Infogreffe et guichet entreprise, principalement pour les modalités de les formalités de modification, le temps de stabiliser le fonctionnement du guichet. Début juin, je partage juste ces chiffres avec vous, c'est un peu plus de 600 000 créations, 25 000 cessations, 70% d'entre elles sont finalisées et inscrites au RNE, 36 000 dépôts de compte, sujet sur lequel j'ai apporté une attention certaine depuis des mois, en lien avec la présidente des experts comptables, soyons clairs, depuis des mois, sur le dépôt des comptes. Le taux de validation par les greffes dépasse les 80% aujourd'hui. Et les formalités de cession sont ouvertes depuis le 1er mai. On en compte un peu plus de 700 par jour. Pour terminer sur le dépôt des comptes, réalisable depuis le 1er mai en ligne, nous en comptons près de 1000 par jour. Et les formalités de modification sont ouvertes depuis fin mai pour les personnes physiques. Ce sera le cas en juin pour les personnes morales. Donc, je ne reviens pas sur votre question légitime. Je vous ai dit ce que j'en pensais. Après, moi, l'objectif, c'est de faire en sorte que ça fonctionne quand même et que ça avance, loin de l'autosatisfaction. Après, ce qui me frappe aussi, et je vous le dis, c'est que je suis possiblement la seule à Bercy, enfin même plus que possiblement, qui un jour s'est retrouvée en formalité de création. Eugène Sacomano le disait bien, faut pas non plus qu'on refasse le match. Moi, en indépendante, j'ai vécu un enfer à la création. Je savais pas où aller, je savais pas quel CFE choisir, je savais pas quel statut choisir. Je suis allé à la CCI, on m'a dit on traite pas les indépendants. Je suis allé à la CMA, on m'a dit on traite pas les indépendants. Donc, j'ai pas dit que vous refaisiez le match, hein, sénateur, mais c'était quand même pas idéal. J'entends, ça fonctionnait, mais c'était quand même pas idéal et sacrément compliqué pour un certain nombre de gens. C'est un projet massif qui a eu certainement un suivi un peu lacunaire, je l'accorde sans embâche devant vous. Ce qui m'importe, c'est que je pense que dans les mois qui viennent, on va réussir à avoir enfin un guichet création, modification, cessation,
qui sera quand même, malgré les difficultés, plus facile pour les créateurs d'entreprises ou les entrepreneurs qui souhaitent modifier ou céder. Mais on partait quand même d'une réalité qui était assez complexe et qu'il ne faudrait pas repeindre comme étant parfaite, parce qu'elle ne l'était pas. Donc, on continue le boulot. Je comprends aisément les critiques reprochées, notamment par les sénateurs, et je vous garantis que je fais tout ce que je peux avec Bruno Le Maire pour qu'on soit à la hauteur de l'engagement sur le guichet unique. Sur test PME, moi je suis évidemment acquise. Alors après, test PME, en réalité, on a un sujet au plan européen. Aujourd'hui, et je l'ai dit à Bruxelles, je pense que ça n'est ni assez systématique, ni assez... il n'y a pas assez d'ampleur pour les tests PME qui sont réalisés dans le cadre de la législation européenne. Après, modestement, je vous dirais qu'il n'est pas un texte, et vous me direz heureusement, mais il n'est pas un texte, il n'y a pas un décret, il n'y a pas une négociation même, je le vois dans l'agroalimentaire depuis des mois, où moi je ne porte pas le test PME. C'est-à-dire que sur chacun des textes réglementaires ou normatifs, soit les PME sont exclus, je prends l'exemple des renégociations commerciales ou du pacte de solidarité commerciale qui a été mis en œuvre avec les distributeurs en fin d'année où les PME ont été exclus, soit les PME sont concernées mais avec une temporalité, une progressivité, une proportionnalité à laquelle je veille chaque jour. Vous aviez aussi, alors sur les consulaires, juste sur les consulaires, je le redis, et comme j'ai aussi l'honneur de travailler avec eux, depuis le début, les consulaires, à commencer par les CMA, siègent au comité de pilotage qui a été mis en place par Bruno Le Maire à l'époque. Depuis le début. Malgré les réticences, et d'ailleurs je salue les CMA, puisqu'on leur retire une compétence, ils ont siégé au sein du comité de pilotage depuis le début du projet sur le guichet unique. Sur l'accompagnement administratif, je vais aller assez vite parce que le temps passe. J'ai quelques exemples quand même à partager avec vous. D'abord, je porte, et j'en ai pas encore parlé parce que d'abord on fait et ensuite on parle, enfin moi j'aime bien faire les choses comme ça. Je porte depuis des mois un programme dont j'aurai le plaisir, je pense, de parler cet été et peut-être de rendre compte devant les sénateurs à la rentrée. Programme qui s'appelle Étincelle. Ce programme, voyez-vous, il a un objectif, c'est d'embarquer des PME de croissance pour devenir des ETI. Je n'ai rien inventé. Mais on a une vraie politique au service des industries et des ETI. On a une vraie politique à l'endroit de la French Tech et des sociétés technologiques. Il me semblerait de bonne loi de ne pas oublier celles qui forment 95% de nos entreprises, c'est-à-dire des PME, dont les PME de croissance. Sur ce programme Étincelle, pour vous répondre sur l'accompagnement des entreprises, c'est un programme qui n'est que d'accompagnement des entreprises. Le constat est assez simple et il est partagé par les entrepreneurs que j'ai sollicités. Il y a 15-20 ans, on avait énormément de problèmes de financement. Il en demeure un certain nombre, mais une partie des problèmes de financement se sont améliorés, notamment par le truchement de la BPI. On a aujourd'hui un vrai enjeu qui est l'accompagnement. Il y a du financement. Je le vois beaucoup, par exemple, dans les aides à la transition écologique, qui sont au nombre, je vous confie ce chiffre, de pas moins de 140 aides à la transition écologique pour les entreprises. La réalité aujourd'hui, c'est que l'entrepreneur, c'est pas qu'il manque d'aide, c'est qu'il faut trouver l'aide, il faut être capable de la déclencher, et il faut se faire accompagner pour l'obtenir. On a aussi un certain nombre de PME de croissance dont l'État lui-même grève le développement. Par des normes, par des problématiques de fiscalité, par des embûches à l'export, par des problèmes de visa, j'en vois tous les jours. Et donc, sans en faire état dans les médias, parce que ce n'est pas l'objet, c'est un programme, je dirais, un peu technique, j'ai mis en place au sein de l'administration des correspondants Étincelle dans quasiment une soixantaine d'administrations, qui vont de la BPI à l'UGAP, qui vont du ministère de la Transition écologique au ministère de l'Alimentation,
évidemment sans oublier Bercy, pour que les PME de croissance puissent avoir des correspondants au sein même de l'État pour les aider à déblayer des normes, des embûches qui les empêchent de croître. Ça, c'est un programme que j'annoncerai, il fallait déjà le mettre en œuvre et le construire, que j'annoncerai dans les prochaines semaines ou mois, on verra quand. Mais la mission de ce programme Étincelle n'est que de l'accompagnement depuis l'intérieur de l'État à l'endroit de ces PME de croissance. Façon aussi de témoigner du fait qu'il y a un problème d'accompagnement et donc il faut y pallier. Et au même titre qu'on a d'autres correspondants dans tous les ministères pour certains sujets, il est indispensable que nous en ayons pour les PME pour être capable de déblayer un certain nombre de problèmes réglementaires ou normatifs. J'ajoute que, au-delà de mon action, la DITP, que vous connaissez bien, pilote en ce moment même, France Expérimentation, qui permet la mise en œuvre beaucoup plus facile de dérogations à titre temporaire et expérimental pour donner lieu à des modifications législatives ultérieures. Et je voudrais quand même pas oublier, parce que pour le coup, je pense que c'est là que l'accompagnement est le plus efficient, et j'en remercie aussi les consulaires sur lesquels on s'appuie beaucoup, mais je ne voudrais pas qu'on oublie les acteurs publics, parmi lesquels les sous-préfets référents à France 2030, les sous-préfets à la relance, qui ont accompagné incroyablement nos entreprises pour aller chercher des financements liés au plan de relance. Je ne voudrais pas qu'on oublie les conseillers départementaux à la sortie de crise, avec lesquels je suis en contact quasiment quotidiennement, pour accompagner à la main des dizaines de milliers d'entreprises, notamment dans le cadre de la crise énergétique que nous avons vécue. Vous parliez des CMA. Les CMA ont, je le disais au Parlement mardi, ont appelé des dizaines de milliers de boulangers, par exemple, en présence des conseillers départementaux à la sortie de crise, pour apporter à chacun de ces artisans des réponses et des solutions. Donc il y a eu un accompagnement au niveau local qui se poursuit, vraiment à hauteur de TPME, pas un accompagnement national, à hauteur de TPME. Et il ne faudrait pas oublier non plus les CRP, commissaires aux restructurations à la prévention de difficultés des entreprises, qui interviennent aussi sur des entreprises de taille un peu supérieure, mais qui ont été extrêmement mobilisées durant la crise énergétique. Je termine en vous disant que nous avons annoncé récemment le déploiement d'un service d'accompagnement spécifique pour les PME sur les sujets fiscaux, qui va être déployé dans 36 directions départementales, autour d'un interlocuteur fiscal des PME, spécifiquement. L'objectif, ça va être de renforcer l'accompagnement des entreprises dans les territoires et de continuer à accompagner plus nos PME. Donc, la culture de l'accompagnement, au même titre que la confiance, je crois qu'elle ne se décrète pas, elle se pratique. On a, encore une fois, certainement des progrès à accomplir au niveau national. J'essaye modestement d'y contribuer avec le programme Étincelle, qui est un programme d'efficience plus que de communication. Mais je veux aussi saluer et vous dire le plus simplement du monde que sans l'aide des services déconcentrés et de l'ensemble des acteurs économiques que je viens de vous citer, nous n'aurions pas pu accompagner et continuer d'accompagner nos TPME dans les difficultés à la fois inflationnistes, côté intrant, mais aussi énergétiques. Pardonnez-moi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des progrès à faire. Alors, on va demander à Olivier Rietmann de prendre la suite. Vous avez organisé votre passage comme ça. Oui. Allez, Olivier. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je vais raccourcir un petit peu mon ça propos. fait partie de mes défauts, je suis longue. Ah non, mais c'est pas à votre égard que je dis ça. Non, mais je vais le faire. Je vais le faire quand même. Je voulais faire une toute petite réflexion. Je suis pas du style à remuer le couteau dans la plaie, mais juste une toute petite réflexion sur l'INPI. On a eu l'opportunité d'auditionner ici à la délégation aux entreprises Stanislas Nio-Château, président fondateur de Doctolib. 20 millions de connexions par mois, une remise à jour 3 fois par jour, tous les bugs réglés en moins de 5 minutes. Ça fait quelques mois qu'on parle de l'INPI. Avec l'état de la puissance publique de l'État, c'est pas normal. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il y a quand même des questions à se poser. Non, moi, Madame la Ministre, je voulais vous parler d'études d'impact. Vous en avez parlé un petit peu.
à travers des exemples concrets. Trop souvent, il est proposé au Parlement des dispositions qui ont un coût pour les entreprises, certains indirects, sans qu'ils soient estimés sérieusement, voire pas du tout. Je prendrai justement 2 exemples concrets, récents. Le premier est celui de l'index senior. Dans le projet de la loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, disposition censurée car considérée comme cavalier social par le Conseil constitutionnel. Mais si je prends l'étude d'impact de l'article 2, elle était tout simplement muette sur le coût de la mise en œuvre pour chaque entreprise dans son élaboration. Je cite, si je prends le petit a, impact sur les assurés et les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou de charges administratives, réponse sans objet. L'étude d'impact était également elliptique sur son impact économique, cantonnée à des dimensions macroéconomiques tenant en une seule ligne. Impact économique, la mesure a pour objectif d'améliorer l'insertion et le maintien des seniors dans l'emploi et ainsi diminuer le taux de chômage et augmenter l'activité parmi les travailleurs seniors. En termes d'études d'impact, on peut mieux faire. Pourquoi le guide méthodologique pour calculer l'impact économique et financier de la norme de novembre 2019, élaboré par le secrétariat général du gouvernement, n'a-t-il pas été utilisé? Il comporte pourtant en page 8 un tableau de calcul de la durée des tâches correspondant à la construction d'une obligation d'information telle que cet index senior. Ce tableau permet de calculer une durée théorique de la tâche administrative qui peut être considérée par administration comme facile, modérée ou complexe. Cette durée théorique est-elle corroborée par une confrontation avec la réalité en interrogeant des entreprises? La réponse est jamais. Pourquoi l'administration ne demande-t-elle pas aux entreprises leur vécu en chiffrant le coût réel? Mon deuxième exemple, Madame la Ministre, est tiré du projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, dont le Parlement sera sans doute saisi un jour, et dans son article 2, qui met à la charge de l'employeur une obligation de formation à la langue française. Quel sera le coût final de cette obligation pour l'entreprise? Quel sera le coût de l'impact sur son organisation lorsque le salarié sera en formation et qu'il faudra le remplacer à son poste de travail? Là encore, l'étude d'impact est dramatiquement muette et se contente de considérations générales. Je prends la phrase qui m'a le plus impacté, c'est le cas de le dire, dans l'étude d'impact. Les formations linguistiques qui seront proposées par les employeurs dans le cadre du plan de développement des compétences pourront faire l'objet de prise en charge financière prévue. Ainsi, le coût de la formation pourra être pris en charge par l'entreprise directement. Fermez le banc. La conclusion, Madame la Ministre, c'est que l'étude d'impact n'a même plus pour fonction de justifier le recours à la norme, ni même de chiffrer son coût pour l'entreprise. Elle ne sert à rien, car sa pertinence n'est contrôlée par personne. Le problème est structurel. Il fait de la France un cas isolé. Je reprends votre expression, Madame la Ministre, quand je me vois, je me fais peur, quand je me compare, je me rassure. Sur le sujet, quand je me vois, je me fais peur, quand je me compare, je fais des cauchemars. On a eu l'occasion dans cette mission d'auditionner et de se déplacer Pays-Bas, la Commission européenne qui a mis en place une structure d'évaluation et des impacts. Les Suisses, les Allemands, on est encore à Londres vendredi dernier, tous ont mis en place depuis certains 10 ans des systèmes d'études d'impact en relation directe avec les entreprises, avec des conséquences sur des économies financières. Je pense à la Hollande, 2,5 milliards d'économies sur les entreprises, l'Allemagne, 12 milliards. La Suisse, on est entre 1 et 1,5 milliard par an d'économies sur les entreprises. Tous appellent à ce que la France, notamment les pays de la communauté européenne, appellent à ce que la France mette en place un tel dispositif, alors que la France ne le fait pas. Déjà parce qu'ils considèrent que la France serait d'un poids capital à côté d'eux au niveau de la Commission européenne, mais aussi parce que la France attirerait également des pays comme l'Italie ou l'Espagne. Partout en Europe, l'étude d'impact est sérieuse, chiffrée et validée par une institution indépendante. Où est le blocage? Qui s'oppose à ce que les études d'impact chiffrent les coûts réels de la norme pour nos entreprises? Merci, Madame la Ministre. Tu peux tout me dire, Pierre. Je suis assez proche de l'avis du sénateur Rietmann. On a un sénateur Rietmann. Donc on ne va pas s'en sortir facilement. Madame la Ministre, je vous laisse le soin de répondre à l'impact. C'est une bouée qu'il me faudrait, là, sénateur. Désolé. Non, mais... Non, mais ça veut dire qu'on est d'accord. Non, mais il y a 2 options. Oscar Wilde disait, je suis moi-même, les autres sont déjà pris. Bon, j'ai fait 3 ans et demi de Parlement. J'ai en tête, en vous écoutant, cet amendement
que j'ai porté, qui devait être un des premiers que j'ai porté sur les actions gratuites, qui est un sujet qui me passionne, pour abaisser la fiscalité. On devait être même pas fin 2017. Et je me souviens de ce moment immense de solitude où l'opposition me questionne sur le coût de la mesure. Et à l'époque, j'étais député, et déjà je m'étais dit, souvenez-vous, nous étions quelques-uns autour d'Amélie de Montchalin, Jean-Noël Barrot, Laurent Saint-Martin. Je m'étais dit, c'est pas possible que moi je fasse mon travail de parlementaire dans une telle obscurité, parce que c'est grave de ne pas savoir si un amendement coûte 3 millions, 30 millions ou 300 millions. Bon. Donc je n'ai pas changé en 2023, et je ne vais pas refaire le match et vous dire, non, il n'y a pas de problème, enfin, c'est pas ma nature, c'est pas... bon. Je pense qu'il y a plusieurs problèmes, et vous l'avez dit d'ailleurs, c'est un problème, c'est un enjeu structurel. Je vais essayer d'ouvrir quelques pistes. Je pense déjà que c'est un problème du côté de l'action gouvernementale, mais je pense aussi que c'est un sujet du côté des parlementaires, de doter les parlementaires, et c'est d'ailleurs ce que nous avions essayé de faire avec Jean-Noël Barrot et à l'époque et mes autres collègues parlementaires à la Commission des finances à l'Assemblée, de pouvoir essayer d'avoir une autorité, un lieu, un budget pour pouvoir mieux étayer. Et comment il s'appelle ce logiciel que Jean-Noël a déployé? Le logiciel à la Comfi qui permet d'évaluer les amendements. C'est pas grave, je m'en souviens, moi. Donc, on a mis en place un logiciel qui permet aux députés de travailler un peu mieux l'impact budgétaire de leurs propositions. C'était largement nécessaire, c'est pas suffisant. On a, à défaut d'avoir parfois des études d'impact ou des éléments étayés en amont, on avait promu, ce qui existe toujours, ce printemps de l'évaluation, qui permet aussi d'évaluer, alors vous me direz ex post, et je vous l'accorde, des mesures, mais qui parfois ont des coûts budgétaires bien plus importants que ceux qu'on avait envisagés. Je ne peux qu'encourager à maintenir et surtout à continuer à donner du sens au printemps de l'évaluation, parce que je pense que c'est un moment important de la relation entre le Parlement et l'exécutif, et que nous devons rendre compte de l'action, et qu'il est très important qu'on ait cette pression aussi du rendre compte aux parlementaires à l'aune du printemps de l'évaluation. Aujourd'hui, vous l'avez mentionné, donc je ne vais pas revenir dessus, le guide qui a été mis en place, bon, il a le mérite d'exister, mais la réalité, c'est que comme il n'y a pas d'obligation d'utilisation, de références obligées, etc., c'est un peu en fonction des bonnes volontés. Donc ça n'est pas assez, c'est pas assez solide, et voilà, l'ex-impact, merci, l'ex-impact à l'Assemblée nationale, c'est pas satisfaisant. La réalité, c'est que pour mesurer le coût d'une contrainte nouvelle, et c'est un sujet passionnant, il y a deux méthodes distinctes qui sont utilisées, vous le savez, la méthode des coûts réels, la méthode des coûts standards. Aujourd'hui, je pense, et c'était intéressant de vous entendre sur la Hollande et l'Europe du Nord, je pense qu'il serait intéressant de regarder d'autres méthodes qui marchent peut-être mieux dans d'autres pays. Alors moi, je vous le dis, ça m'intéresse peut-être d'échanger, Pierre, si tu as le temps après, sur la Hollande. Je ne connais pas la situation. En revanche, on regarde de près, nous, ce qui se fait en Allemagne, avec le Conseil national, enfin le NKR, du contrôle des normes, depuis 15 ans. Qui assure, le caractère compréhensif de la nouvelle réglementation, et puis qui identifie les coûts à chaque nouvelle réglementation. Nous, on a, grâce à vous, une instance consultative, vous le savez, la CCEN, qui est devenue le Conseil national de l'évaluation des normes en 2013, qui est chargée de manière obligatoire de se prononcer sur les textes ayant un impact sur les collectivités territoriales. On pourrait élargir le périmètre aussi du Conseil national d'évaluation des normes au-delà du territorial. L'instance allemande qu'on regarde, elle a défini une méthodologie très précise, fondée d'ailleurs sur les coûts directs dont je vous parlais, l'investissement en temps, que vous mentionniez, page 8 du guide méthodologique. Si une industrie, par exemple, doit acheter des filtres à particules, ou si un type d'éleveur agricole doit engager des coûts pour la santé pour les animaux, à ce moment-là, les coûts sont estimés, chiffrés, et intégrés. A contrario, les coûts de fiscalité, par exemple, ne sont pas estimés, ni l'analyse des bénéfices des entreprises. En France, la compétence d'estimation des coûts techniques et financiers revient
au Conseil national d'évaluation des normes. Si la délégation aux entreprises, pardonnez-moi, dans le cadre d'une étude approfondie de la méthode mise en place par le NKR allemand, formule des suggestions pour améliorer l'étude d'impact pour les entreprises, j'y serai plus qu'attentive. Voilà. Je vais pas... Dites-moi. Juste une petite précision, si vous permettez, Madame la Ministre. Le NKR allemand s'est inspiré, les Allemands se sont au départ inspirés du système des Pays-Bas. Ils sont allés voir les Pays-Bas et ils ont créé le NKR à partir de ce que font les Pays-Bas. Pardon, excusez-moi. C'est cette histoire de one in, one out. Alors nous, comme on aime surtransposer, on a fait one in, two out. Et moi, je vous propose one in, many out. Oui, alors voilà. Moi, je trouve ça intéressant, mais je trouve ça dommage en termes de périmètre. Voilà. Dans le cadre de vos suggestions, on en reparle quand vous voulez. Mais dans le cadre des échanges que j'avais hier sur One In, Many Out avec nos collègues européens, l'idée d'un élargissement au-delà du pouvoir réglementaire pourrait être intéressant. On poursuit les questions. Jean-Pierre Moga. Avec plaisir. Donc, je vais essayer de compléter. Mes collègues, je mets le micro devant moi, ont abordé pas mal de sujets, celui notamment des études d'impact, où effectivement, on a eu l'occasion d'aller voir à l'étranger ce qui se faisait. Et chez nous, moi, ce qu'on constate au cours des auditions que l'on a fait, on voit que les fonctionnaires, les représentants des ministères, etc., connaissent très bien le problème. Et c'est vrai, ils ont même lu avec beaucoup d'attention tous les rapports qui ont été faits. Mais par contre, au niveau des solutions, je dirais, on attend toujours. Et comme j'ai entendu dire dans notre métier, on connaît bien la maladie, mais pour les remèdes, on est en train d'attendre. Moi, je voudrais aborder deux autres choses. D'abord, le constat, c'est qu'en France, quand même, quand on veut construire une entreprise, on met 2 fois plus de temps qu'ailleurs, ou 3 fois plus. Donc, on a un problème à ce niveau-là. Et on parlait tout à l'heure du rapport avec l'administration. Moi, je crois que, et Madame la Ministre, c'est là-dessus que je voudrais vous interroger. Je crois qu'il faut améliorer les rapports entre les entreprises, les porteurs de projets, et puis l'administration. Parce que il y a à ce niveau-là, je pense, un problème, ça a été un peu dit par mon collègue, il y a un problème de pédagogie et de rapport de confiance. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il semblerait que l'administration, quand elle va voir, moi j'ai été aussi de l'autre côté de la barrière, quand ils viennent vous voir, vous êtes un peu comme ça, parce que vous dites, qu'est-ce qu'ils vont me trouver, qu'est-ce qu'ils sont venus chercher, alors qu'il devrait y avoir des rapports, et ça arrive. Moi, j'ai été maire de commune avec des projets dessus. Il ne faut pas non plus voir tout avec pessimiste, mais souvent, l'administration est mal perçue et fait peut-être pas ce qu'il faut pour être bien perçue. Est-ce que vous pensez qu'on ne pourrait pas améliorer ce type de choses? Et puis après, au niveau justement de l'application de certaines normes, il y a des pays où on travaille en, je dirais, enfin, c'est un terme industriel, mais en temps masqué, c'est-à-dire qu'on fait plusieurs choses en même temps. Nous, en France, quand on veut construire une usine, par exemple, il y a une installation classée, tant qu'on n'a pas résolu le problème de l'installation classée, pardon, on ne peut pas déposer le permis de construire. Donc on va perdre une installation classée, il faut au moins 1 an, on va perdre 1 an, alors que parallèlement à ça, on pourrait peut-être faire un certain nombre de choses. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'à ce niveau-là, il y a un travail à faire au niveau de l'administration pour améliorer ces choses et arriver à faire ce qui se fait dans d'autres pays, c'est-à-dire que mettre 1 an ou 1 an et demi
enfin, oui, là où aujourd'hui on met 3 ans. Alors je sais qu'il y a du travail qui est fait là-dessus, mais je pense qu'il faudrait continuer. Et puis après, les normes, il faut aussi qu'on balaye devant nos portes, parce que ce soit à l'Assemblée ou chez nous, quand on fait aussi 2000 amendements ou 3000 amendements pour modifier une loi, je ne suis pas sûr que les parlementaires, on aille aussi dans le sens de la simplification. Et là aussi, il faut peut-être que nous travaillions ensemble et dans nos règlements pour essayer de faire des consolidations pour certaines choses, regarder peut-être les conséquences. Alors, on est souvent en procédure accélérée aussi, hein, mais ça mériterait peut-être quelquefois que l'on prenne le temps ensemble de regarder l'impact, puisqu'on parlait tout à l'heure des études d'impact de ce que l'on fait. Moi, je ne vais pas rajouter grand-chose, mais je crois que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la culture de l'accompagnement des entreprises, dites-nous ce que vous en pensez, si vous ne pensez pas qu'il faut l'améliorer, améliorer la pédagogie et puis peut-être expliquer l'intérêt, parce que les normes peuvent avoir et ont de l'intérêt. Il y a les normes, notamment ISO, les entreprises, elles sont très contraignantes pour les entreprises, mais ils les mettent en place parce qu'il y a un intérêt. On pourrait peut-être essayer d'expliquer que, ma foi, certains textes, certaines normes sont faits aussi pour des raisons précises et que les entreprises, en tout cas ceux qui doivent les mettre en place, doivent le faire parce qu'il y a un intérêt. Voilà, je vous remercie. Merci Jean-Pierre. Madame la ministre. En fait, je trouve qu'il y a quelque chose, et je me permets de le dire en chapeau au sénateur Moga, qui est assez difficile, pour pas dire ingrat, mais qui se vérifie toujours sur l'accompagnement aux entreprises, et d'ailleurs qui se confirme souvent sur l'accompagnement aux ménages. On ne remonte que ce qui ne va pas. Le nombre de TPE, de PME qui sont accompagnés à la main, une à une, par des sous-préfets, par des conseillers départementaux à la sortie de crise, par les CRP, par les DRETS. Vous savez, moi, le vendredi, c'est le train, l'avion, c'est pas Paris. Tous les vendredis. Donc ça fait 55, 60 déplacements sur l'année qui vient de se passer. Je les vois, c'est pas des adresses mail pour moi, ces gens qui accompagnent les entreprises. Je les vois, je peux vous en citer, j'en connais plein sur le territoire. Pierre, mon conseiller qui est ici, est tous les jours en contact avec les services déconcentrés, en lien et en organisation du lien entre l'administration centrale, les services déconcentrés, et puis surtout les solutions pour les entreprises au bout de la chaîne. Je veux juste avoir ce mot, et je ne nie aucunement le sujet de confiance, et je vais y revenir, mais beaucoup plus que les trains encore qui n'arrivent pas à l'heure, on remonte toujours ce qui ne va pas. Et c'est encore plus vrai sur les TPE, les PME, les entreprises, alors même qu'il y a quand même des dizaines de milliers d'agents qui font un boulot remarquable. Mais au même titre que ne remontent dans la PQR que les entreprises en très grande difficulté, je le sais, puisque chacune qui remonte, nous les contactons. Alors peut-être pas nous avec nos 06, mais les services déconcentrés. On a mis en place une procédure, Encore, vous voyez, on est jeudi, mardi, je lis un papier dans la PQR, une boulangère qui fait des crises d'angoisse. On appelle tout de suite le sous-préfet, on appelle tout de suite le conseiller départemental à la sortie de crise, on fait le lien avec la DDFIP, avec la DRETS. Et cette dame qui avait des crises d'angoisse, et j'ai mon témoin à gauche, quand on l'a fait contacter, mais déjà ne serait-ce que d'aller vers elle, ça diminue une partie de l'angoisse. C'est pas à elle d'appeler, de trouver le bon numéro, le bon mail, le bon sous-préfet, préfet, tout ça est très flou pour les gens. Mais le fait qu'on l'appelle, qu'on la contacte pour l'aider, ne serait-ce que ça, je dirais, dégonfler la baudruche. On lui a dit, on va trouver des solutions. Et donc, je veux juste avoir un mot pour tous ces gens qui, tous les jours, dans les préfectures, dans les services déconcentrés, accompagnent des PME, des TPE, et dont on ne parle jamais. Et au même titre, d'ailleurs, que parfois dans la justice, on parle toujours quand ça ne va pas, on ne parle jamais quand il y a un acquittement, un non-lieu, voire une solution qui a été trouvée. Donc, je pense qu'on s'améliore en vrai, et je pense sincèrement que la solution du traitement, elle est à hauteur d'entreprise.
Elle n'est pas à hauteur du 139 rue de Bercy. Si on veut être efficace, si on veut voir le chef d'entreprise qui va pas bien, parce qu'il ouvre plus sa boîte aux lettres, parce qu'il n'a pas payé son URSSAF, parce qu'il n'a pas payé la CIPAV, parce qu'il est en retard sur ses NAO. Vous savez, ce moment, vous l'avez été, où on n'ouvre plus la boîte aux lettres. C'est pas la ministre qui doit l'appeler. Ça lui fera plaisir, mais ça résoudra pas son problème. Enfin, plaisir, ça dépend. C'est à hauteur de territoire. Et moi, de plus en plus, je pense que l'accompagnement, il faut qu'on délègue, avec les soutiens financiers qui vont avec, mais le plus possible à hauteur de TPE-PME. Parce que les dispositifs nationaux sont beaucoup moins efficients. Il y a quand même des choses où on est un peu indécrottable. Je le concède, monsieur le sénateur. Je vous donne un exemple. Il est vraiment bête. Impôt.gouv.fr. En tant que particulier ou en tant qu'entreprise, vous y déclarez vos revenus et vous y établissez vos comptes fiscaux. Le simple fait de mettre les aides à l'énergie, et j'y ai veillé parce qu'il fallait bien trouver une solution, sur la page d'accueil du site des impôts, ce simple geste, alors bien sûr il faut aller vite, il faut aller sur un site que tout le monde connaît, mais je vais vous le dire avec humour en ce jeudi matin, avez-vous déjà croisé un entrepreneur qui va sur le site des impôts pour se faire aider? Mais parce qu'il y a un frein. C'est pas un réflexe. C'est même, et ça n'a rien à voir avec la qualité des travaux réalisés par nos agents, mais c'est une question de culture, c'est une question de... Et ça va nous prendre 2 siècles pour qu'un entrepreneur ait plus peur d'aller sur ces sites-là. Je suis intimement persuadé qu'on a un certain nombre d'entrepreneurs qui n'y sont pas allés pour demander l'aide parce que c'était là. Quand je dis ça, des fois on me prend pour une hurluberlue, aurait dit mon père. Mais ça se joue à ça. Un entrepreneur n'a pas en réflexe d'appeler l'URSSAF pour se faire aider. Et c'est une erreur, parce que l'URSSAF l'aide, bien souvent, on étale, on décale. Mais cette culture, et c'est pour ça que je trouve ça bien qu'il y ait une ancienne entrepreneur à Bercy, parfois. Parce que la psychologie, ça se lit pas, pour le coup, dans les études d'impact. Et puis moi, c'est pas une question de personne, c'est une question de réflexe culturel. Un entrepreneur n'est jamais tranquille, si tant est qu'il soit petit, quand il appelle les impôts, quand il appelle sa banque. Mais ça n'a rien à voir avec la qualité de nos banquiers, de nos agents des impôts. C'est une question d'état d'esprit. Et ça prend du temps, les états d'esprit, beaucoup plus que les formulaires. Mais ça se joue à des petits détails comme ça. Vous voyez, on ferait un... Alors, je fais attention au sénateur de Vinaz, parce qu'il ne faut pas que ça devienne le guichet unique non plus. Mais on pourrait aussi faire un site aide.entreprise avec tout ce qui suit derrière, parce que ça fait 8 km nos mails et nos sites web. Mais je pense qu'un certain nombre d'entrepreneurs iraient plus. Ça relève du détail. Mais ça, c'est un truc que j'ai appris en politique. Il y a beaucoup de choses dans le détail et dans l'exécution. Et parfois, pour des raisons de simplicité, tout le monde connaît le site des impôts. Oui, mais est-ce une raison suffisante ? Et donc, moi, j'essaye d'avoir ce réflexe, quitte à me faire contre-arbitrer, mais au moins soulever le sujet. Après, il y a quand même 2-3 choses qui fonctionnent. Je voulais, et je l'avais préparé en vue de l'audition, revenir sur la loi ESSOC, qui est une des premières qui a été portée au précédent mandat. Je ne sais pas si elle a été évaluée, d'ailleurs. Parce que 18 plus 5, ça fait 23. Alors, l'idée déclarée en frontispice, l'État, un partenaire de confiance pour les entreprises. Très concrètement, et vous vous en souvenez, avant un contrôle, les entreprises peuvent régulariser spontanément leur situation fiscale en bénéficiant d'une réduction de 50% du taux d'intérêt de retard pour les entreprises de bonne foi, réduction portée à 30% si la régularisation est faite pendant le contrôle. Et l'entreprise a aussi la possibilité ex post de solliciter des délais de paiement en cas de difficulté de trésorerie pour payer les impositions supplémentaires. Les déclarations correctives spontanées en 2022 ont augmenté de 65% par rapport à 2019.
Et plus de 40% des contrôles en 2022 se sont conclus par acceptation des contribuables, ce qui représente une hausse de 70% par rapport à 2019. En termes monétaires, et je voulais partager ce chiffre, en termes monétaires, ça représente 1,17 milliard de droits et 34 milliards d'euros d'intérêts de retard. Donc voilà typiquement une politique qui a été mise en œuvre en 2018, dont on ne parle pas tous les jours au JT sur les plateaux, mais qui très concrètement, pour plus d'1 milliard de droits et pour 34 milliards d'euros d'intérêts de retard, fournit des effets pour plus d'une boîte sur deux. Donc il y a quand même des choses qui sont en train de changer. Même si la route est longue et que c'est en partie une route aussi psychologique. Après, je terminerai en vous disant ça, ce qui me frappe, et c'est soit la beauté du geste, soit l'ingratitude du geste. C'est que il suffit, et j'en ai en tête, vous pouvez avoir 150 entreprises qui ont le droit à l'erreur, qui ont étalé leurs paiements, qui ont eu les aides énergie, qui décalent leur URSSAF, qui ont une relation de confiance. Mais comme la politique, c'est la vie, il suffit d'une boîte pour que tout ce qui a été fait au niveau local ou autre tangue par un papier dans la PQR, parce qu'il y a eu un deuxième contrôle. Et ça... moi-même, j'ai un exemple en tête très concret où je ne me résous pas, je vais vous le dire. Je ne me résous pas et je veux comprendre. Parce que moi, quand je ne comprends pas, ça ne va pas. Une entreprise qui a demandé un crédit d'impôt, à qui on a dit oui, qui a attendu 6 mois pour avoir son crédit d'impôt, tellement qu'elle ne pouvait plus payer ses salariés. Et puis au final, on lui a dit « t'as plus le droit au crédit d'impôt ». Je ne sais pas si c'est le droit à l'erreur, la relation de confiance, mais ça tue un entrepreneur. Ça tue une chose. Ça tue l'envie que le bonhomme a de se battre, de gérer sa boîte et de continuer. Et c'est ça auquel il faut qu'on fasse attention. C'est qu'il suffit parfois d'un industriel dans un bassin d'emploi qui a été mal accompagné, qui a subi trop de contrôles ou qui a été injustement récriminé, pour que l'ensemble du job qui a été fait depuis des mois ou voire des années par les services déconcentrés s'écroule. Et donc, je sais qu'on a encore beaucoup à faire. D'ailleurs, je ne sais pas où est là ma fiche, mais si, il faut que je vous dise un truc sur Industrie Verte, et il faut que je vous annonce plutôt une bonne nouvelle sur laquelle je voudrais travailler avec vous. Merci. Non, c'est le One, merci. Sur réindustrialisation verte, pour revenir à vos points très précis sur les délais, procédure de délivrance administrative des autorisations prennent normalement 9 mois. Voilà. C'est bien. Dans la vraie vie, c'est 17. Oui, mais dans la vraie vie, c'est 17 mois. Donc en fait, on nous explique que ça dure 9 mois, mais ça dure 2 fois plus. Donc là, voilà. Le pire n'étant jamais certain. On va vous proposer de raccourcir les processus. Objectif, qu'il n'y ait plus qu'entre 6 et 9 mois pour obtenir la délivrance de son autorisation. Mise en place d'une procédure exceptionnellement simplifiée pour les projets d'intérêt général. Pour ces projets, les différentes procédures peuvent rallonger les délais d'obtention des autorisations de 24 mois. Il y aura donc une procédure spéciale, si les parlementaires en sont d'accord, qui sera pilotée par l'État et mise en place pour des projets identifiés par des décrets du Premier ministre pour accélérer les installations. Sachez que vous me retrouverez, et que j'aurai l'immense plaisir de vous retrouver si je peux être au banc, à l'article 11 de ce projet de loi réindustrialisation verte. Il serait dommage d'avoir un texte, un véhicule, pour améliorer, accélérer les procédures au bénéfice de l'implantation d'industries vertes, et de ne pas en profiter pour... Pardon ? Quelques-unes. Quelques-unes, mais c'est pour ça que les autres. J'en ai modestement rajouté une au service des zones commerciales, pour accélérer et simplifier les procédures que vous connaissez sûrement, mais que j'avoue avoir découvertes il y a 1 an, qui portent le doux nom de GOU. Ces grandes opérations d'urbanisme, où pour des raisons procédurales, le maire doit confier le permis de construire au président de PCI, ce qui crée des problèmes que vous connaissez ou des tensions que vous connaissez comme moi, et ce qui met à mal des pans entiers de rénovation, de zones ou de friches commerciales. Donc de façon très opérationnelle, j'aurai des propositions au sein de cet article 11, là aussi pour, au-delà de l'industrie, travailler sur les enjeux de terres commerciales. Dernière chose,
Il y a l'empilement des normes, président Babary. Il y a le coup sur la tête et la démoralisation aussi qu'entraînent des contrôles successifs, pour ne pas dire concomitants. On a aujourd'hui des entreprises qui, à 2 ou 3 mois près, enchaînent les contrôles. Alors, ça joue sur l'activité de la boîte, ça joue beaucoup sur le moral de l'entrepreneur. Et ça joue, parce que tout se tient, ça joue sur les cessations volontaires d'activité, qui augmentent. Parce qu'à un moment, on n'a plus envie. Tu crées de la valeur, tu crées de l'emploi, tu donnes ta vie, tu bosses le samedi, le dimanche, tu dors pas, les insomnies, les comptes dans la tête, les machins. Et à un moment, tu dis stop. Je réfléchis et je vais me battre pour essayer de proposer, donc de mettre en œuvre l'idée d'un contrôle unique pour les petites entreprises, les entreprises de petite taille, et pas de contrôle en sédimentation. Parce qu'un contrôle fiscal, un contrôle social qui s'enchaîne à moins de 6 mois sur une TPE de 7 salariés, il peut être létal. Parce que la boîte doit fournir les réponses, les gars se mettent à répondre aux inspecteurs, et donc on ne produit pas, on vend moins, on ne développe pas. Bon. Donc, je suis en train de travailler, et j'aurai sûrement besoin de votre soutien, pour parvenir à faire en sorte que pour les très petites entreprises qui fonctionnent avec très peu de TP, ces contrôles qui représentent un travail supplémentaire important et donc un manque à gagner important, soient convergents et uniques. Et en fait, comme mon conseiller me le disait d'ailleurs il n'y a pas longtemps, et ça reboucle un peu l'échange qu'on a ce matin, s'il n'y a pas trop de normes et qu'elles ne sont pas trop lourdes, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas avoir un contrôle unique. Mais si les normes sont trop lourdes ou trop complexes et qu'on ne peut pas faire de contrôle unique, alors dites-moi lesquelles. Et donc c'est intéressant, ça permet aussi d'évaluer un peu la nécessité et la portée de la norme. Parce que si on me dit que sur une TPE de 4 ou 7 salariés, il y a beaucoup trop de normes pour un contrôle unique, alors là, ce sera un sujet. Mais c'est un dossier sur lequel je travaille et sur lequel je ferai des propositions dans les mois qui viennent. Juste, si je peux, juste une petite, il y en a pour 10 secondes. Ceci explique cela, Madame la Ministre. Vous disiez tout à l'heure, les chefs d'entreprise, ils vont jamais aux impôts, à l'URSSAF chercher de l'aide. Bien évidemment, parce que 9 fois sur 10, ça se passe mal. Donc si on arrive sur un contrôle unique, ça peut être intéressant. Mais ne serait-ce que d'avoir, on y revient, sur des entreprises de toute petite taille, de moins de 10, qui sont quand même une bonne majorité de boîtes, c'est aussi une question de psychologie. Moi, je pense qu'il faut qu'on rappelle que dans la politique au sens noble, il faut qu'on considère la psychologie. Avoir un seul être humain qui répond à tes questions sociales, fiscales, c'est quand même beaucoup moins anxiogène que d'en avoir 12. Oui. Non, juste, je ne veux pas relancer le débat. Merci de vos explications et des propositions que vous formulez. Simplement, puisque vous parlez de psychologie, je ne suis pas sûr que mettre tout le monde derrière des écrans, ça soit le meilleur moyen de faciliter la psychologie, la compréhension. C'est pas là où je voulais en venir. Tout à l'heure, mon collègue a fait des comparaisons, et comparaison n'est pas raison. Moi, je pourrais simplement souhaiter que l'INPI puisse adapter ses besoins en personnel ou en collaborateur, comme a pu le faire Doctolib, parce que Doctolib, c'est 2800 salariés. Donc, il faut faire attention. Mais moi, je veux bien, sénateur, mais si vous voulez qu'on embauche autant que salariés que chez Doctolib, il va y avoir des syncopes en PLF. Je dis comparaison n'est pas raison. Voilà. Et je souhaiterais que, mais je suis réaliste aussi. Cela dit, mon collègue a souvent cité ce qui se passait en Europe du Nord. Et donc, vous avez parlé d'état d'esprit. Et moi, je pense qu'il faut s'interroger là-dessus. La différence sur ces sujets-là, notamment, entre ce que fait l'Europe du Nord et ce que ne fait pas l'Europe du Sud. Et je reviens à ma première question, parce qu'il me semble que par le passé, il y a eu des rapports. Il y a même eu un secrétaire d'État, Thierry Mandon, qui a fait des propositions. Et tout compte fait, il faut s'interroger pourquoi en France, il y a un obstacle pour aller vers une autorité indépendante sur ces aspects de normes et sur ces aspects d'études d'impact. Il faut arriver à s'interroger là-dessus, puisque
Il me semble qu'il y a eu plusieurs propositions. Il y a eu un secrétaire d'État qui a fait aussi des propositions. Le Sénat a fait des rapports et ça ne se met pas en place. Et quand on se rend compte, on dit il faudrait. À un moment, il faut lever les questions et les obstacles. Il faut qu'il y ait une animation interministérielle. J'entends bien, sénateur de Vinage, l'autorité indépendante, elle existe et elle est efficiente pour les collectivités. La question de son champ peut être regardée. Moi, je crois plus au... Enfin, d'ailleurs, ça n'est pas antinomique, mais je crois beaucoup au réflexe obligatoire TPME dans tous les textes normatifs. Je crois beaucoup plus à l'obligation, entre guillemets, qu'on pourrait faire nôtre de mettre en place un test PME sur les projets de loi ou propositions de loi. Alors, j'ai dit ça, maintenant il faut l'écrire, mais... Non, mais je crois beaucoup plus à ce que d'ailleurs je fais quand j'ai des textes normatifs ou réglementaires, une sorte de collège informel où je ping-pong avec des chefs d'entreprise au-delà des organisations professionnelles, avec qui évidemment je ping-pong aussi, qui permettent d'affiner, d'améliorer la portée de la proposition. Il faudrait qu'on puisse systématiser ça, au même titre d'ailleurs qu'on systématise de plus en plus la considération de l'impact sur la terre, la considération de l'impact écologique, la considération... Dans chaque texte de loi, moi, je pense qu'il faut considérer les petites entreprises. Alors, une dernière intervention de notre collègue Canévé sur un sujet d'actualité. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Une observation, une interrogation. Une observation, pour revenir sans réouvrir le débat sur ce que Gilbert-Luc Devinaz évoquait tout à l'heure, le guichet unique, et nous avions effectivement prévenu dès l'année dernière qu'il y aurait des difficultés, mais l'avantage du dispositif, c'est qu'il fait disparaître 50 CERFA, il ne faut jamais l'oublier, et qu'on remplace 50 CERFA par une démarche. Donc là, on est dans la simplification effectivement concrète dès que ça marche. Alors, une interrogation quand même sur le grand débat actuel, sur la question des chaudières au gaz, parce qu'il y a toute une filière qui est composée de PME, d'entreprises artisanales dans le domaine de l'installation du chauffage, mais une filière économique performante dans notre pays qui fabrique des chaudières au gaz, qui s'interroge parce que l'ambition du tout électrique risque de nous mettre dans la panade. Je veux dire par là qu'on n'est pas capable de produire toute l'électricité dont on aura besoin demain, et on engage dès à présent un débat qui risque de fragiliser beaucoup d'entreprises dans notre... Et ce sont des PME. Hein. J'en ai visité une lundi, 900 personnes. À Morlaix, il y en a une autre à côté, 200 personnes dans le Finistère. Et donc, on peut être inquiet, effectivement, parce qu'on a là une filière performante qui fabrique en France et on veut s'orienter vers une filière de production de pompes à chaleur dont on sait que les composants viennent quasi exclusivement d'Asie. Ça veut dire que d'un côté, on va déséquilibrer la balance commerciale française alors qu'on a une balance commerciale qui est améliorée par la production qu'on est capable de faire. Donc je voulais vous rendre attentive là-dessus, et on voit bien qu'il y a des questions de normes que l'on veut instituer au nom de belles idées de lutte contre le réchauffement climatique, mais la réalité économique doit aussi être prise en compte sur ce qui se passe sur le terrain. Et dans ces cas-là, il faut que les ministères économiques soient également saisis du sujet pour éviter que l'on aille dans la difficulté. Comment le chauffagiste va-t-il, qui a des compétences pour installer des chaudières, va-t-il pouvoir installer des pompes à chaleur? Enfin bon, et va-t-on pouvoir en produire suffisamment? Donc il y a tout un tas d'interrogations qui sont posées sur cette nouvelle norme qui semble s'esquisser. Si je peux me permettre, surtout qu'on pousse à la production de gaz vert. Et on ne va pas s'en servir. On arrête les apartés. En plus, je suis bien plus compétente... enfin, non. Je suis bien moins mauvaise, on va dire, sur les entreprises que sur le gaz. Donc, cher sénateur, d'abord, j'ai bien entendu ce que vous avez dit. En vous écoutant, je me disais que vous avez raison. C'est un sujet sur lequel les ministères économiques doivent être vigilants. Il y a ces transitions à long terme qui supposent une évolution des compétences, une évolution des entreprises qui sont des sujets
complexe. Je pense aussi... Je vois très bien... je vais vous raconter ma vie, parce que comme mon mari n'est pas breton, contrairement à moi, qui suis d'origine bretonne, vous le savez, je vois très bien, parce que j'ai en tête la PME, enfin même la TPE en Haute-Saône, à Gré, qui a installé une... Haute-Saône, c'est qui la Haute-Saône? Eh ben voilà, eh ben vous voyez, je savais qu'on allait se retrouver. Moi je suis très souvent à Gré, au Tré-les-Grès. Vous savez, tout se sait en Haute-Saône. Où mon beau-père, pour tout vous dire, a fait installer une pompe à granules à bois. Donc j'ai vécu l'épopée avec lui, j'ai parlé avec l'artisan qui m'a cartonné sur les ZFE, sur le ZAN, sur bon. Donc je vois bien. J'ai pas la réponse, mais je prends le point. Après, c'est un débat que j'avais eu au Sénat, d'ailleurs, grâce à vous, où j'étais pas du tout qualifié, mais j'étais bien accompagné. Mais ça m'a permis d'apprendre, notamment sur les garages automobiles et la transition à l'aune de l'évolution des véhicules vers des véhicules de thermique à électrique. Voilà, je vais pas à vous apprendre qu'il y a aussi dans ces évolutions parfois des opportunités pour les entreprises. Je pense au rétrofit, par exemple. Je pense que c'est une activité complémentaire assez rémunératrice sur lesquelles nos garages devraient se positionner aujourd'hui. Comment l'État accompagne, comment l'État... Voilà, une fois que j'ai dit ça, j'ai pas changé le garagiste à Gré, il fait toujours pas du rétrofit. Mais je pense qu'il y a là un sujet de feuille de route et d'accompagnement des petits acteurs économiques. Et je suis d'accord avec vous, ce sont parfois sous couvert de bonnes intentions sincères hein, et d'objectifs plutôt louables. Il faut qu'on soit vigilant aussi sur nos importations et notre balance commerciale. Mais vous faites bien de me rappeler ce sujet, sénateur Canvet. Madame la ministre, merci. Il me revient de conclure parce qu'on a des obligations et dans l'hémicycle, on continue la discussion avec le projet justice. Merci pour ces échanges très riches, chacun d'entre vous, et les réponses qui alimentent nos réflexions. Bien sûr, nous ne manquerons pas de vous remettre le rapport et de vous le présenter. Peut-être on trouvera une occasion dès qu'il aura été examiné le 15 juin prochain. Donc on est dans l'actualité. Pour mes collègues, nous nous retrouverons le 21 juin à 8h pour la prochaine édition de La Parole aux entrepreneurs. On a lancé une série de réunions ainsi où on reçoit des chefs d'entreprise marquants. Et nous recevrons Bruno Bouygues, qui est à la tête d'une ETI mayonnaise, véhiculant au plan mondial le savoir-faire français dans les machines-outils automobiles, ce qui est une exception intéressante. Et par ailleurs, le jeudi 29 juin à 8h30, nous examinons le rapport formation, compétences, attractivité. Voilà le travail du moment sur notre délégation. Donc merci aux uns aux autres. Merci beaucoup, Madame la Ministre, de votre simplicité à échanger avec nous et nous l'apprécions. Et on est évidemment, on a eu l'occasion de parler avec vos collaborateurs très largement. Et il y a plein de sujets qui nous intéressera de pouvoir... sur lesquels il sera intéressant de revenir. Et on a noté tout ça, donc on aura plein d'autres occasions. Merci à chacun. Très bonne journée. Merci à vous, sénateur Babary. Vous dire juste une chose, je déteste que vous le découvriez dans la presse alors que vous m'avez en face. Je vais annoncer dans les jours qui viennent les premiers lauréats du fonds commerce rural. J'en avais parlé la dernière fois. C'est assez simple et vous voyez, c'est une méthode que j'essaye d'appliquer, c'est-à-dire que c'est pas Bercy depuis Paris qui a choisi des projets de rénovation ou de réhabilitation de commerce dans la ruralité. Ce sont les préfectures, les sous-préfets, et nous avons validé ensuite, qui ont fait une première sélection de 80 projets qui vont être financés et qui vont se déployer dès cet été, notamment en Haute-Saône, ce qui m'a permis de réveiller la Côte d'Or, qui m'a pas envoyé de dossier. C'est vraiment très simple et pour le coup j'ai même mis en place une brique de 5 000 € pour accompagner les porteurs de projets qui n'ont pas d'ingénierie et qui ne savent pas faire un dossier. Il reste de l'argent, il reste de la place pour des lauréats, c'est simple de candidater.
N'hésitez pas à solliciter les acteurs autour de vous et à le faire savoir. Première vague annoncée là dans les jours qui viennent, 80 lauréats. Deuxièmement, vous m'entendrez fin juin, début juillet parler, mais je vous en ai dit un mot, de en gros l'article 11 que je porte dans Réindus Verte autour de la rénovation des friches et des zones commerciales. J'ai obtenu un budget l'an passé pour faire des projets pilotes, des expérimentations autour de 4 ou 5 rénovations, reconversions de zones commerciales. L'appel à manifestation d'intérêt pour les zones qui souhaiteraient se porter candidates sera lancé fin juin, début juillet. Si vous avez dans vos circonscriptions, dans vos communes ou autour de vous des zones qui pourraient faire l'objet de ces expérimentations et de ces projets pilotes, n'hésitez pas, ça fera l'objet d'une bonne partie de mon actualité cet été. Voilà, commerce rural et zone commerciale. Pour le reste, on continue. Je vous le redis, je suis totalement disponible, ainsi que mes équipes, pour traiter, parce que je sais qu'il y en a encore et j'en traite encore tous les jours, des dossiers de TPE, PME en difficulté dans le cadre de leur facture d'énergie. Donc n'hésitez jamais. Parfois on appelle et la bonne nouvelle c'est que c'est pas du tout un problème d'énergie, c'est un autre problème, mais dans le doute, on est là pour ça. Merci. Merci, bonne journée à tous.